Dan Hooker blessé et forfait de son choc face à Justin Gaethje, Sean Brady prêt à faire un pas de géant vers la ceinture, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 26 février 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. On commence cette émission chez les poids welter avec Sean Brady qui s'apprête à affronter Leon Edwards dans quelques semaines en main event de l'UFC Londres. Et je rappelle qu'à la base, il n'avait pas de combat de prévu, que c'est Jack Della Maddalena qui devait faire face à l'anglais, mais que finalement Shavkat Rakhmonov ne pouvant pas challenger Bilal Mohamed pour le titre au mois de mai suite à une blessure, l'UFC a décidé de donner sa chance à l'Australien et on se retrouve donc avec Sean Brady contre Leon Edwards en main event à Londres et Bilal Mohamed qui va défendre sa ceinture face à Jack Della Maddalena au mois de mai à Montréal. Il a commencé Sean Brady par revenir sur les circonstances dans lesquelles on lui a proposé ce combat. Sa femme a accouché le dimanche, ils sont sortis de la maternité le mardi, et au milieu de tous les messages de félicitations qu'il recevait, il y avait un message de son manager qui lui demandait de le rappeler le plus vite possible. Forcément, il l'a rappelé. Aussitôt, le manager lui a appris que Jack Della Maddalena ne combattrait pas Leon Edwards et que l'UFC pensait à lui comme potentiel remplaçant. Dans un premier temps, il pensait que l'Australien était blessé. Il contacte sa femme pour avoir son avis, forcément. Ils viennent d'avoir un enfant quelques jours plus tôt. Il contacte aussi ses coachs. Et puis le lendemain, le mercredi, il donne le feu vert à son agent. Ce qu'il explique, c'est qu'il avait un pressentiment que quelque chose de ce genre-là pouvait arriver. Donc il s'entraînait, donc il gardait son poids sous contrôle, juste au cas où. Et puis le retour de l'UFC a mis un peu de temps, puisque ce n'est qu'une semaine plus tard qu'on lui a confirmé qu'il combattrait Leon Edwards en main event de l'UFC Londres, au mois de mars donc. Ça lui laisse 5 semaines de préparation. Il estime que c'est un temps suffisant, puisqu'il n'y part pas de zéro. Il était déjà assidu à la salle. C'est pas comme s'il n'avait rien fait pendant plusieurs semaines. De base, il aurait aimé combattre sur la carte de Miami au mois d'avril, mais il n'y avait rien pour lui. Donc il s'était préparé mentalement à ne recombattre peut-être qu'au mois de mai, voire au mois de juin. Et puis finalement, ce short notice, comme on pourrait appeler ça, lui permet de combattre assez tôt dans l'année. Et c'est quelque chose qui lui va très bien. Forcément, une victoire sur l'ancien champion chez lui en main event le mettrait tout de suite dans des conversations très intéressantes. Il ne sait pas si un combat pour le titre lui sera proposé ensuite. En tout cas, lui veut être actif, donc il recombattra. Et puis, il est assez confiant sur le fait qu'avec les victoires, viendra sa chance à la ceinture. La dernière fois qu'on a vu Leon Edwards, c'était face à Bilal Mohamed. Il s'était incliné. Et ce que lui dit, c'est que Bilal Mohamed a battu Leon Edwards en faisant ce que lui, Sean Brady, serait capable de faire, c'est-à-dire beaucoup de grappling, beaucoup de lutte. Donc, il va s'inspirer de ça. Et puis pour Leon Edwards, c'est pas facile non plus. Il se préparait à affronter un boxeur gaucher. Il se retrouve avec un grappleur face à lui. Et c'est Michael Bisping qui donnait l'interview et qui dit quelque chose de très intéressant. C'est horrible pour Leon Edwards. Leon, qui est plutôt un striker, pour une fois, l'UFC lui mettait un striker en face. Donc il se préparait beaucoup en pied-point, c'est quelque chose qu'il aimait. Et puis finalement, il se retrouve à devoir affronter un des meilleurs lutteurs grappleurs de la catégorie. Tout est à mettre à la poubelle et à recommencer. Donc mentalement, ça doit être aussi très dur pour Leon Edwards. Et puis Sean Brady, on le sait, ça fait un moment qu'il lorgnait ce combat contre Edwards. Déjà bien avant que l'Anglais soit booké pour affronter l'Australien, lui allait sur tous les plateaux pour dire qu'il voulait l'affronter. Donc finalement, c'est peut-être le destin qui lui parle. Dan Hooker, lui, est forfait pour son combat qui devait avoir lieu dans à peine 2 semaines face à Justin Gaethje pour l'UFC 313. Ce qu'il explique, c'est qu'il s'est cassé la main à l'entraînement, en sparring, en frappant sur le haut de la tête d'un partenaire, très certainement le front, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Il n'a pas fait une croix sur ce combat pour autant, et si les conditions sont réunies plus tard pour le faire, alors il est partant. Il vise actuellement un retour pour l'International Fight Week, qui aurait lieu normalement à la fin du mois de juin. Il sait déjà bien sûr que beaucoup de personnes vont lui reprocher de ne pas avoir été assez prudent si proche d'un combat, mais Hooker, on le connaît, et ce qu'il répond, c'est que s'il était prudent, il ne ferait pas ce sport-là, et que malheureusement, c'est le genre de choses qui peut arriver, ça fait partie du jeu.
Alors c'est vrai que lui, hein, les blessures, c'est quelque chose qu'il a connu tout au long de sa carrière. Aussi proche de l'échéance, je pense bien sûr que ça peut faire mal au moral. Et puis comme il le dit, hein, j'aurais préféré combattre, j'avais besoin de gagner cet argent. Malheureusement, c'est pas possible, on n'arrive jamais à 100% le jour du combat. Tout ce qu'il faut, c'est passer les tests de la commission de Las Vegas, qui sont assez simples, hein, en réalité. On te demande de faire un squat et une pompe, et puis on te touche un peu à droite à gauche pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Lui, pour le coup, le squat, il aurait pu le faire. Par contre, la pompe, ça aurait été impossible. Donc Dan Hooker, de nouveau blessé. Souhaitons-lui de bien se remettre et pourquoi pas de voir ce combat un peu plus tard cette année. Ce week-end, Julian Marquez et Cody Brandage vont s'affronter. C'est pas le combat qui fait le plus parler, bien sûr, mais vous connaissez la chaîne. J'aime vous donner des éléments comme ça, de choses dont vous n'entendez pas parler ailleurs. Quand vous serez devant votre télé, vous saurez au moins à peu près à quoi vous attendre. Il faut savoir que les deux, par le passé, se sont déjà entraînés ensemble pendant 9 mois à peu près. C'est ce que nous a appris Marquez lors d'une interview. Et puis il nous dit, hein, j'ai jamais vraiment fréquenté Brundage en dehors de la salle, mais je le considère comme un ami parce qu'on se donnait très régulièrement des nouvelles par téléphone. Mais là où nous en sommes actuellement dans notre carrière, et notre classement à l'UFC fait qu'on ne pouvait pas vraiment refuser quelque chose, on ne pouvait pas dire non, on ne va pas s'affronter, on est amis, puisque voilà, on s'est seulement entraîné ensemble pendant 9 mois, et puis c'est pas comme si on était tous les deux sur des grosses séries de victoires et tout proche de la ceinture. Sportivement parlant, Marquez, il reconnaît une très bonne lutte, ainsi qu'une grosse puissance dans les points de son adversaire. Il le décrit aussi comme quelqu'un qui aime aller à la bagarre, et puis il estime que ce style matche très bien avec le sien, et que c'est le genre de combat qui a tout pour remporter la distinction de Fight of the Night. Étant sur 3 défaites de suite, Marquez, il en aurait bien besoin. Il assure aussi, hein, comme la plupart des combattants, vous me direz, être dans une très grande forme et participer à un des meilleurs camps de préparation de sa carrière. Et puis il a aussi évoqué sa vie hors compétition, comme beaucoup de combattants, hein, il fait des placements de produits sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il est aussi pas mal investi dans l'immobilier, c'est quelque chose qu'il partage avec son père, et il s'intéresse de très près à la bourse. Ce qu'il dit, hein, c'est qu'un jour viendra où il sera temps de raccrocher les gants, et il faudra bien sûr trouver d'autres moyens de gagner sa vie, surtout que Marquez n'étant pas le plus gros nom de la promotion, on se doute bien qu'il n'a pas gagné des 1000 et des 100, et il a raison, je pense, aujourd'hui à 34 ans, si je dis pas de bêtises, de commencer à préparer son avenir professionnel. Je vous le disais il y a quelques instants, hein, Dan Hooker est forfait pour son combat face à Justin Gaethje. Gaethje, lui, il a bien l'intention de rester sur cette carte, et il espère que l'UFC va lui trouver un remplaçant. Et ben écoutez, ça se bouscule au portillon, puisqu'on a par exemple Renato Moicano qui tweet 2 semaines, c'est très bien, j'ai assez de temps pour faire 2 ou 3 sessions de sparring, et je serai prêt s'il m'appelle. On a aussi Mateusz Gamrot qui dit que son combat avec Hooker avait été très serré et que le Néo-Zélandais avait été plutôt chanceux au vu de la décision des juges. C'est le moment de réparer ça et de prouver ce qu'il vaut. Donc il aimerait affronter Justin Gaethje. Et puis quelqu'un qui demande depuis un certain temps des combats, Raphaël Fiziev qui met Let's run it back. Donc c'est parti pour la revanche, Justin Gaethje. Je rappelle que Gaethje avait battu Fiziev il y a quelques années de ça. Et une autre rumeur, ce serait que l'UFC pense à Benel Dariush. Forcément, Dariush, il a perdu son combat sur la carte du mois de janvier, puisque je vous rappelle que Moicano, qui devait l'affronter, a finalement eu sa chance à la ceinture. Donc je pense en effet que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Maintenant, Benel Dariush, est-ce qu'il est prêt? Bien sûr, je n'en sais rien, ça va aussi dépendre de ça, parce que ce serait pas un cadeau de prendre Justin Gaethje si tu n'es pas prêt à le faire. Des nouvelles d'un vétéran maintenant, Edson Barbosa, qui poste cette photo sur les réseaux sociaux. Toujours en très grande forme physique, en tout cas pour le corps, la tête il a l'air un peu endormi, vous me direz ce que vous en pensez, et puis le commentaire c'est les gars je suis toujours dans le game, donc est-il prêt à revenir, je ne sais pas, pour info on ne l'a pas vu depuis le mois de mai, et une défaite face à Leon Murphy. Retour sur l'événement du week-end dernier avec Brendan Allen qui s'est incliné pour la seconde fois de sa carrière face à Anthony Hernandez. Alors lors de sa défaite face à Imavov, il s'était cherché des excuses, on peut clairement le dire. Là ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'excuses, j'étais prêt et ma performance n'a pas été adéquate, j'ai été feignant, j'ai manqué de sens de l'urgence, j'ai fait des erreurs tactiques d'amateur, il n'y a pas grand chose de plus à dire, je vais faire les changements nécessaires et je reviendrai plus intelligent et plus poli, hein, le diamant un peu plus poli, je serai une meilleure version de moi-même et merci à tout le monde de m'avoir soutenu. Je ne savais pas comment il allait rebondir de cette défaite, Brendan Allen, j'avais peur que mentalement il s'écroule un peu. Je pense que c'est un signal positif. Et puis pour rester sur cette carte,
Dans le main event, hein, on le sait, Cerudo qui a pris un high poke, il pousse pour son retour, pour sa revanche, pardon, plutôt face à Song Yadong. Mais ce qu'il dit, c'est que si l'UFC ne veut pas lui donner Song Yadong, alors il a entendu dire que Petroyan voulait combattre au mois de mai, il est prêt à l'affronter. Au vu de la dernière performance de Petroyan, je pense quand même que Petroyan mérite de combattre quelqu'un d'un peu mieux classé. Je ne sais pas s'il sera intéressé par ce combat. Cerudo, ça reste un gros nom, ancien double champion, mais à l'heure actuelle, dans sa quête du Graal, je ne sais pas si pour Petroyan, c'est le meilleur des combats à faire. Dustin Poirier qui confirme, hein, son combat d'adieu pourrait avoir lieu au mois de juillet ou au mois d'août. Il est en discussion avec l'UFC. Une carte à la Nouvelle-Orléans pourrait se faire, et forcément, si c'est le cas, il serait main event. Je pense que c'est entièrement mérité pour lui. Robert Whittaker, lui, est motivé par un combat contre Sean Strickland. Il pense que c'est le combat qui a le plus de chances d'arriver actuellement. C'est un combat qui l'excite, pour le citer. C'est surtout quand il voit le style de Sean Strickland, il aimerait trouver une solution à ça. Bon, on pourrait lui dire que Dricus du Plessis lui a peut-être montré la voie. C'est vrai qu'au stade où il en est de sa carrière, Robert Whittaker, pardon, affronter Strickland qui sort d'un combat pour le titre, c'est plutôt une bonne chose pour lui. Patricio Pitbull débarque à l'UFC, il va affronter Yair Rodriguez comme vous le savez, et ce qu'il explique c'est que quand il a quitté le PFL, il a dit à son manager, c'est soit je combats pour l'UFC, soit je prends ma retraite, c'est déjà un vétéran, il a plus grand chose à prouver, alors on peut me dire oui, il a approuvé à l'UFC chez l'élite, bien sûr je suis d'accord avec vous, mais en effet je ne le voyais pas aller ailleurs si tu veux prouver que tu es le meilleur, une fois que tu as quitté le PFL Bellator, forcément c'est l'UFC, et puis on termine avec une annonce de combat. Nos amis montréalais, vous allez vraiment vous régaler. José Aldo affrontera chez vous le local de l'étape, Ayman Zahabi, le 10 mai à l'UFC 315. Sacré combat, et c'est très fort pour José Aldo. Je pense que la foule va être au rendez-vous, ça va être un sacré événement. Affronter un local chez lui, toujours quelque chose de très intéressant, vous me direz, affronter un local chez lui, ça va de soi. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve... non, on se retrouve pas très prochainement, puisque c'est tout de suite la Minute Auditeur. Pensez à liker, vous abonner, et tout de suite, c'est votre moment. Et avant de commencer la Minute Auditeur, sachez que vous avez voté, et c'est donc le livre de Michael Bisping qui a été choisi. Donc voilà, je vais le lire et je vous le débrieferai. Je reviendrai vers vous, est-ce que je fais une vidéo spéciale Michael Bisping, ou est-ce que je vous le décrypte au fur et à mesure des épisodes? On va voir ça ensemble. Il remporte avec 42% des voix. Juste derrière, on a BJ Penn à 38, et puis Cody Garbrandt 14, Tim Kennedy 6. Donc c'était serré entre BJ Penn et Michael Bisping. Mais je pense que ce n'est pas mort pour BJ Penn. Il reviendra dans le prochain sondage d'ici quelques semaines ou quelques mois. J'attaque votre premier commentaire avec Uriel Lebaquet qui me dit « Perso, j'aime bien Paddy depuis sa victoire face à Bobby Green, mais également pour la soumission qu'il avait infligée à Dennis Frimpong, ce pratiquant de MMA amateur qui l'avait défié sur les réseaux. Sinon, concernant son combat avec Chandler, je le vois bien remporté par soumission, car Chandler est un bourbier debout, mais une fois au sol, ça devient plus dur pour lui. C'est sûr que le menton haut de Paddy Pimblett pourrait lui faire défaut debout, pourrait lui porter préjudice en tout cas. Au sol, je lui donne l'avantage. Michael Chandler, on n'arrête pas de parler de sa lutte. Pour l'instant, à l'UFC, on ne l'a pas vraiment vu. Pimblett, pour le coup, il a un très bon JJB. Je pense que la solution peut se trouver à ce niveau, en effet. Puis tu me disais après que d'après toi, il va survivre aux bombes de Chandler dans les premiers rounds. Et puis ensuite, il va s'imposer grâce à son cardio. Et puis grâce à son sol un peu plus tard. On a User EI9FQ. Tu te reconnaîtras, cette montée de Topuria, franchement, je demande à voir. La technique ne fait pas tout, le physique compte aussi, et il est petit côté gabarit, il n'aura pas un avantage de poids en lightweight, c'est déjà pas un énorme featherweight. En plus, il aura bien moins d'allonge et de taille contre pratiquement tout le top 10 de la catégorie, ce qui restreint son efficacité, lui qui aime bien échanger à distance courte de boxe, galère de devoir chercher à casser de la distance tout le temps. Et en dehors de cela, attention au high kick face aux longues jambes. On a vu le knockdown qu'il s'est pris contre Jay Hebert, qui n'est même pas top 20. Alors oui, c'est vrai que cette histoire d'allonge, ça peut être un problème pour Topuria. Maintenant, on a vu quand Volkanovski est monté, qu'il a affronté Makhachev, il y avait aussi un gros écart de gabarit. Volkanovski lui a peut-être montré la voie, voilà comment affronter un plus grand, un gars qui a plus d'allonge. Je pense que Topuria va faire les choses très intelligemment. Il prend sa carrière très au sérieux, on le voit. Bien sûr, ça va pas être facile. Bien sûr, il y aura ce déficit d'allonge.
Maintenant, j'espère qu'il va nous offrir de bien belles oppositions, comme je le dis très souvent. Nicolas Elon, Manon Fiorot, faut arriver à la mettre au sol. J'ai pas vu Blankfield y arriver, alors pourquoi Shevchenko? Mais le truc, c'est que Blankfield, debout, c'est vraiment pas terrible. Donc tu sais qu'elle va venir shooter le takedown ou qu'elle va venir au clinch. Shevchenko, c'est l'élite en striking quand même. Donc peut-être qu'elle va boxer, qu'elle va striker, et que ça va lui donner des opportunités d'aller chercher les takedowns. Puis on le sait, au sol, elle a des très bons contrôles. Donc moi, je dis pas que c'est mort pour Manon, mais je pense qu'on sous-estime un peu Valentina Shevchenko parce que ses dernières prestations n'ont pas été aussi dominantes que ce qu'elle a pu offrir il y a peut-être 2 ou 3 ans en arrière. Nomoder qui me dit que l'UFC donne Poirier à Topuria, ça fera un beau combat avant la retraite pour Poirier, ça permettra à l'UFC de voir ce que vaut Topuria en 70 face à un top 3, mais je préfère l'option Makachev contre Topuria directement. Le truc, c'est que Dustin Poirier, je pense, ne veut affronter qu'une légende. Topuria, c'est peut-être une légende en venir. Mais moi, je pense vraiment que le Poirier Holloway, je le sens venir peut-être petit à petit. On aurait pu avoir peut-être un Poirier Geji. On ne sait pas ce qui va se passer avec Geji. Ceci dit, je vois pas du tout Poirier prendre le short notice. Bien sûr, je peux me tromper. Maintenant, je pense pas qu'on aura un Topuria Poirier. À choisir, je préfère peut-être un Topuria Oliveira, comme je l'ai déjà dit, ou un Topuria Makachev directement, je ne sais pas, ou Tsaroukian. Je ne vois pas venir le Topuria Poirier, mais écoute, je peux me tromper. Et on termine avec What's Up My Bro, je rebondis surtout sur ce que tu me dis sur Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis contre Alvarez, ça semble vraiment acté. On a un Alvarez qui a un gros physique et un beau ratio KO. Je pense que c'est un bon test pour BSD, pour faire parler sa technique et protéger son menton. C'est pas n'importe quel test. En effet, tu as raison, Benoît Saint-Denis, s'il passe Alvarez, tout de suite il revient dans la discussion, il montre qu'il a sa place dans le top 15, voilà, il y a un gars qui monte, il y a un gars, c'est moi il y a 2 ans, bah voilà ce que je lui fais, je le bats. Ça sera aussi le moment de voir si les ajustements ont été faits avec son coach, Nicolas Hoth. Et puis comme me disait UFC Analyse et Pronostic, hein, je le cite souvent, il a hâte de voir ce que va donner le travail avec Nicolas Hoth. Et c'est vrai qu'au moins Benoît Saint-Denis, on ne sait pas ce que va donner sa carrière, mais on pourra au moins dire qu'il a fait le nécessaire pour s'élever. Quand il a quitté Daniel Warin, on s'est dit attention, c'est peut-être un mauvais choix. Là, tu vas chez Nicolas Hoth, tu vas vraiment chercher l'élite, encore une fois, comme il était avec Warin. Donc il fait ce qu'il faut. Est-ce que ça paiera? Je sais pas. Je l'espère. Et justement, UFC Analyse et Pronostic me disait aussi, j'ai pas le message sous les yeux, mais que il y a aussi une histoire de ring rust dans le combat de Chandler contre Oliveira, et ça sera pas le cas contre Poirier. C'est-à-dire que Chandler, on ne l'a pas vu combattre pendant 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, avant d'affronter Oliveira, et tout de suite il prend Oliveira, il va au bout du combat, bon il est dominé bien sûr, il a ses petits moments, contre Paddy Pimblett là il se sera remis dans le sens de la marche, donc il n'y aura pas ce ring rust, et c'est quelque chose que je n'avais pas dit, donc je voulais en parler pendant la minute auditeur. C'était tout pour aujourd'hui cette fois-ci, c'est sûr, on se retrouve très prochainement à 17 h. Passez une très bonne soirée, salut.